Nul doute que la vérité se fût enfin fait jour. Mais ce chiffre, Fregoso ne le savait pas. Quelques présomptions de plus, la quasi-certitude que l'aventurier n'avait rien inventé, certaines circonstances tendant à prouver que le secret de cette affaire était renfermé dans le document, voilà tout ce que le brave garçon rapportait de sa visite au chef de cette milice à laquelle avait appartenu Torres. Et pourtant, si peu que ce fût, il avait hâte de tout conter au juge Jarriquet. Il savait qu'il n'y avait pas une heure à perdre, et voilà pourquoi, ce matin-là, vers 8 heures, il arrivait, brisé de fatigue, à un demi-mille de Manao. Cette distance qui le séparait encore de la ville, Fregoso la franchit en quelques minutes. Une sorte de pressentiment irrésistible le poussait en avant, et il en était presque arrivé à croire que le salut de Joam d'Acosta se trouvait maintenant entre ses mains. Soudain Fregoso s'arrêta, comme si ses pieds eussent irrésistiblement pris racine dans le sol. Il se trouvait à l'entrée de la petite place, sur laquelle s'ouvrait une des portes de la ville. Là, au milieu d'une foule déjà compacte, la dominant d'une vingtaine de pieds, se dressait le poteau du gibet, auquel pendait une corde. Fregoso sentit ses dernières forces l'abandonner. Il tomba. Ses yeux s'étaient involontairement fermés. Il ne voulait pas voir, et ces mots s'échappèrent de ses lèvres, trop tard. Trop tard. Mais, par un effort surhumain, il se releva. Non. Il n'était pas trop tard. Le corps de Joam d'Acosta ne se balançait pas au bout de cette corde. Le juge Jarriquet. Le juge Jarriquet, cria Fregoso. Et, haletant, éperdu, il se jetait vers la porte de la ville, il remontait la principale rue de Manao, et tombait, à demi-mort, sur le seuil de la maison du magistrat. La porte était fermée. Fregoso eut encore la force de frapper à cette porte. Un des serviteurs du magistrat vint ouvrir. Son maître ne voulait recevoir personne. Malgré cette défense, Fregoso repoussa l'homme qui lui défendait l'entrée de la maison, et d'un bond il s'élança jusqu'au cabinet du juge. Je reviens de la province où Torres a fait son métier de capitaine des bois, s'écria-t-il. Monsieur le juge, Torres a dit vrai. Suspendez l'exécution. Vous avez retrouvé cette milice? Oui. Et vous me rapportez le chiffre du document. Fregoso ne répondit pas, alors, laissez-moi. Laissez-moi, s'écria le juge Jarriquet, qui, en proie à un véritable accès de rage, saisit le document pour l'anéantir. Fregoso lui prit les mains et l'arrêta. La vérité est là, dit-il. Je le sais, répondit le juge Jarriquet, mais qu'est-ce qu'une vérité qui ne peut se faire jour? Elle apparaîtra. Il le faut. Il le faut. Encore une fois, avez-vous le chiffre? Non, répondit Fregoso, mais, je vous le répète, Torres n'a pas menti. Un de ses compagnons avec lequel il était étroitement lié est mort, il y a quelques mois, et il n'est pas douteux que cet homme lui ait remis le document qu'il venait vendre à Joam d'Acosta. Non, répondit le juge Jarriquet, non. Cela n'est pas douteux, pour nous, mais cela n'a pas paru certain pour ceux qui disposent de la vie du condamné. Laissez-moi. Fregoso, repoussé, ne voulait pas quitter la place. À son tour, il se traînait aux pieds du magistrat. Joam d'Acosta est innocent, s'écria-t-il.
Vous ne pouvez le laisser mourir. Ce n'est pas lui qui a commis le crime de Tijuco. C'est le compagnon de Torres, l'auteur du document. C'est Ortega. À ce nom, le juge Jarriquet bondit. Puis, lorsqu'une sorte de calme eut succédé dans son esprit à la tempête qui s'y déchaînait, il retira le document de sa main crispée, il l'étendit sur sa table, il s'assit, et passant la main sur ses yeux, « Ce nom, dit-il. Ortega. Essayons. » Et le voilà, procédant avec ce nouveau nom, rapporté par Fregoso, comme il avait déjà fait avec les autres noms propres vainement essayés par lui. Après l'avoir disposé au-dessus des 6 premières lettres du paragraphe, il obtint la formule suivante, ORTEGAPHIJSL, rien, dit-il, cela ne donne rien. Et, en effet, l'H placé sur l'air ne pouvait s'exprimer par un chiffre, puisque dans l'ordre alphabétique, cette lettre occupe un rang antérieur à celui de la lettre R. Le P, l'I, le J, disposés sous les lettres O, T, E, seuls se chiffraient par 1, 4, 5. Quant à l'S et à l'L placés à la fin de ce mot, l'intervalle qui les sépare du G et de l'A étant de 12 lettres, impossible de les exprimer par un seul chiffre. Donc, ils ne correspondaient ni au G ni à l'A. En ce moment, des cris terrifiants s'élevèrent dans la rue, des cris de désespoir. Fregoso se précipita à l'une des fenêtres qu'il ouvrit, avant que le magistrat n'eût pu l'en empêcher. La foule encombrait la rue. L'heure était venue à laquelle le condamné allait sortir de la prison, et un reflux de cette foule s'opérait dans la direction de la place où se dressait le gibet. Le juge Jarriquet, effrayant à voir, tant son regard était fixe, dévorait les lignes du document. Les dernières lettres, murmura-t-il. Essayons encore les dernières lettres. C'était le suprême espoir. Et alors, d'une main, dont le tremblement l'empêchait presque d'écrire, il disposa le nom d'Ortega au-dessus des 6 dernières lettres du paragraphe, ainsi qu'il venait de faire pour les 6 premières. Un premier cri lui échappa. Il avait vu, tout d'abord, que ces 6 dernières lettres étaient inférieures dans l'ordre alphabétique à celles qui composaient le nom d'Ortega, et que, par conséquent, elles pourraient toutes se chiffrer et composer un nombre. Et, en effet, lorsqu'il eut réduit la formule, en remontant de la lettre inférieure du document à la lettre supérieure du mot, il obtint, ORTEGA 4325113SUVJHD. Le nombre, ainsi composé, était 432 513. Mais ce nombre était-il enfin celui qui avait présidé à la formation du document? Ne serait-il pas aussi faux que ceux qui avaient été précédemment essayés? En cet instant, les cris redoublèrent, des cris de pitié qui trahissaient la sympathique émotion de toute cette foule. Quelques minutes encore, c'était tout ce qui restait à vivre au condamné. Fregoso, fou de douleur, s'élança hors de la chambre. Il voulait revoir une dernière fois son bienfaiteur, qui allait mourir. Il voulait se jeter au-devant du funèbre cortège, l'arrêter en criant « Ne tuez pas ce juste. Ne le tuez pas. » Mais déjà le juge Jarriquet avait disposé le nombre obtenu au-dessus des premières lettres du paragraphe, en le répétant autant de fois qu'il était nécessaire, comme suit: 4 3 2 5 1 3 4 3 2 5 1 3 4 3 2 5 1 3 4 3 2 5 1 3 Figislitkuezekgesgeskuke. Puis, reconstituant les lettres vraies en remontant dans l'ordre alphabétique, il lut « Le véritable auteur du vol de
Un hurlement de joie lui échappa. Ce nombre, 432 513, c'était le nombre tant cherché. Le nom d'Ortega lui avait permis de le refaire. Il tenait enfin la clé du document, qui allait incontestablement démontrer l'innocence de Joam d'Acosta, et, sans en lire davantage, il se précipita hors de son cabinet, puis dans la rue, criant « Arrêtez! Arrêtez !» Fendre la foule qui s'ouvrit devant ses pas, courir à la prison, que le condamné quittait à ce moment, pendant que sa femme, ses enfants, s'attachaient à lui avec la violence du désespoir, ce ne fut que l'affaire d'un instant pour le juge Jarriquet. Arrivé devant Joam d'Acosta, il ne pouvait plus parler, mais sa main agitait le document, et, enfin, ce mot s'échappait de ses lèvres, innocent. Innocent. Chapitre 19e. Le crime de Tijuco. À l'arrivée du juge, tout le funèbre cortège s'était arrêté. Un immense écho avait répété après lui et répété encore ce cri qui s'échappait de toutes les poitrines, innocent. Innocent. Puis, un silence complet s'établit. On ne voulait pas perdre une seule des paroles qui allaient être prononcées. Le juge Jarriquet s'était assis sur un banc de pierre, et là, pendant que Mana, Benito, Manoel, Fregoso l'entouraient, tandis que Joam d'Acosta retenait Yaquita sur son cœur, il reconstituait tout d'abord le dernier paragraphe du document au moyen du nombre, et, à mesure que les mots se dégageaient nettement sous le chiffre qui substituait la véritable lettre à la lettre cryptologique, il les séparait, il les ponctuait, il lisait à haute voix. Et voici ce qu'il lut au milieu de ce profond silence: le véritable auteur du vol des diamants est de 43 251 343 251 343 251 34 325 134 32 513 432 51 34 PHIGISLID QFZGA QQXGKN Derksu jugé l'assassinat des soldats qui escortaient le convoi, 3251 34 3251 34 132 5 134 325 134 3251 34 3251 343 251 343 aussi Dekvxu Hypodvirim puis Dekjox Phetos le commis dans la nuit du 22 janvier 251 343 2513 43 2513 43 251 343 251 3 432 513 432 5134 Eten Pimfof PD page Xi Inojigem Ekin Fuqlen Mvli 126, n'est donc pas Joam d'Acosta, injustement 3251 34 325 134 3251 3432 513 4325 1 343 251 3432 1 3432 FGS Usm Kistlub GS Cube VNRCR Edgerus B. Elermxu HPs condamné à mort, c'est moi, le misérable employé de 13 432 513 43 251 3 432 513 43 251 343 251 3 432 513 43 derrière gros EPSU FIVAR PL PH ONTAD QEF HQSN TZH l'administration du district diamantin, oui,
moi seul, 2513432513432 513 432 513 432 513 432 513 4325 NFPMQ extogis IGQ ONFJQDXICARPILXHXQ qui signe de mon vrai nom. Ortega 134 32 513 43 251 3432 513 432 513 Rimvklo Etchechoto ZVDK SPP Suvide. Cette lecture n'avait pu être achevée, sans que d'interminables rases se fussent élevées dans l'air. Quoi de plus concluant, en effet, que ce dernier paragraphe qui résumait le document tout entier, qui proclamait si absolument l'innocence du Fazandédikitos, qui arrachait au gibet cette victime d'une effroyable erreur judiciaire. Joam d'Acosta, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses amis, ne pouvait suffire à presser les mains qui se tendaient vers lui. Quelle que fût l'énergie de son caractère, la réaction se faisait, des larmes de joie s'échappaient de ses yeux, et en même temps son cœur reconnaissant s'élevait vers cette providence qui venait de le sauver si miraculeusement, au moment où il allait subir la dernière expiation, vers ce Dieu qui n'avait pas voulu laisser s'accomplir ce pire des crimes, la mort d'un juste. Oui. La justification de Joam d'Acosta ne pouvait plus soulever aucun doute. Le véritable auteur de l'attentat de Tijuco avouait lui-même son crime, et il dénonçait toutes les circonstances dans lesquelles il s'était accompli. En effet, le juge Jariquet, au moyen du nombre, venait de reconstituer toute la notice cryptogrammatique. Or, voici ce qu'avouait Ortega. Ce misérable était le collègue de Joam d'Acosta, employé comme lui, à Tijuco, dans les bureaux du gouverneur de l'Arrayal Diamantin. Le jeune commis, désigné pour accompagner le convoi à Rio de Janeiro, ce fut lui. Ne reculant pas à cette horrible idée de s'enrichir par l'assassinat et le vol, il avait indiqué aux contrebandiers le jour exact où le convoi devait quitter Tijuco. Pendant l'attaque des malfaiteurs qui attendaient le convoi au-delà de Villarrica, il feignit de se défendre avec les soldats de l'escorte, puis, s'étant jeté parmi les morts, il fut emporté par ses complices, et c'est ainsi que le soldat, qui survécut seul à ce massacre, put affirmer qu'Ortega avait péri dans la lutte. Mais le vol ne devait pas profiter aux criminels, et, peu de temps après, il était dépouillé à son tour par ceux qui l'avaient aidé à commettre le crime. Resté sans ressources, ne pouvant plus rentrer à Tijuco, Ortega s'enfuit dans les provinces du nord du Brésil, vers ces districts du Amazone où se trouvait la milice des Capitães do Mato. Il fallait vivre. Ortega se fit admettre dans cette peu honorable troupe. Là, on ne demandait ni qui on était, ni d'où l'on venait. Ortega se fit donc capitaine des bois, et, pendant de longues années, il exerça ce métier de chasseur d'hommes. Sur ces entrefaites, Torres, l'aventurier, dépourvu de tout moyen d'existence, devint son compagnon. Ortega et lui se lièrent intimement. Mais, ainsi que l'avait dit Torres, le remords vint peu à peu troubler la vie du misérable. Le souvenir de son crime lui fit horreur. Il savait qu'un autre avait été condamné à sa place. Il savait que cet autre, c'était son collègue Joam d'Acosta. Il savait enfin que, si cet innocent avait pu échapper au dernier supplice, il ne cessait pas d'être sous le coup d'une condamnation capitale. Or, le hasard fit que,
pendant une expédition de la milice, entreprise, il y avait quelques mois, au-delà de la frontière péruvienne, Ortega arriva aux environs d'Iquitos, et que là, dans Joam Garral, qui ne le reconnut pas, il retrouva Joam d'Acosta. Ce fut alors qu'il résolut de réparer, en la mesure du possible, l'injustice dont son ancien collègue était victime. Il consigna dans un document tous les faits relatifs à l'attentat de Tijuco, mais il le fit sous la forme mystérieuse que l'on sait, son intention étant de le faire parvenir au fazendé d'Iquitos avec le chiffre qui permettait de le lire. La mort n'allait pas le laisser achever cette œuvre de réparation. Blessé grièvement dans une rencontre avec les Noirs de la Madeira, Ortega se sentit perdu. Son camarade Torres était alors près de lui. Il crut pouvoir confier à cet ami le secret qui avait si lourdement pesé sur toute son existence. Il lui remit le document écrit tout entier de sa main, en lui faisant jurer de le faire parvenir à Joam d'Acosta, dont il lui donna le nom et l'adresse, et de ses lèvres s'échappa, avec son dernier soupir, ce nombre 432 513, sans lequel le document devait rester absolument indéchiffrable. Ortega mort, on sait comment l'indigne Torres s'acquitta de sa mission, comment il résolut d'utiliser à son profit le secret dont il était possesseur, comment il tenta d'en faire l'objet d'un odieux chantage. Torres devait violemment périr avant d'avoir accompli son œuvre, et emporter son secret avec lui. Mais ce nom d'Ortega, rapporté par Fregoso, et qui était comme la signature du document, ce nom avait enfin permis de le reconstituer, grâce à la sagacité du juge Jarriquet. Oui. C'était là la preuve matérielle tant cherchée, c'était l'incontestable témoignage de l'innocence de Joam d'Acosta, rendu à la vie, rendu à l'honneur. Les reras redoublèrent lorsque le digne magistrat eut, à haute voix et pour l'édification de tous, tiré du document cette terrible histoire. Et, dès ce moment, le juge Jarriquet, possesseur de l'indubitable preuve, d'accord avec le chef de la police, ne voulut pas que Joam d'Acosta, en attendant les nouvelles instructions qui allaient être demandées à Rio de Janeiro, eût d'autre prison que sa propre demeure. Cela ne pouvait faire difficulté, et ce fut au milieu du concours de la population de Manao que Joam d'Acosta, accompagné de tous les siens, se vit porté plutôt que conduit jusqu'à la maison du magistrat comme un triomphateur. En ce moment, l'honnête fazendé d'Iquitos était bien payé de tout ce qu'il avait souffert pendant de si longues années d'exil, et, s'il en était heureux, pour sa famille plus encore que pour lui, il était non moins fier pour son pays que cette suprême injustice n'eût pas été définitivement consommée. Et, dans tout cela, que devenait Fregoso? Eh bien, l'aimable garçon était couvert de caresses. Benito, Manoel, Manal l'en accablait, et Lina ne les lui épargnait pas. Il ne savait à qui entendre, et il se défendait de son mieux. Il n'en méritait pas tant. Le hasard seul avait tout fait. Lui devait-on même un remerciement, parce qu'il avait reconnu en Torres un capitaine des bois. Non, assurément. Quant à l'idée qu'il avait eue d'aller rechercher la milice à laquelle Torres avait appartenu, il ne semblait pas qu'elle pût améliorer la situation, et, quant à ce nom d'Ortega, il n'en connaissait même pas la valeur. Brave Fregoso! Qu'il le voulût ou non, il n'en avait pas moins sauvé Joam d'Acosta. Mais, en cela, quelle étonnante succession d'événements divers, qui avaient tout tendu au même but, la délivrance de Fregoso, au moment où il allait mourir d'épuisement dans la forêt d'Iquitos,
l'accueil hospitalier qu'il avait reçu à la fazenda, la rencontre de Torres à la frontière brésilienne, son embarquement sur la jangada, et, enfin, cette circonstance que Fregoso l'avait déjà vue quelque part. Eh bien, oui. Finit par s'écrier Fregoso, mais ce n'est pas à moi qu'il faut rapporter tout ce bonheur, c'est à Lina. À moi, répondit la jeune mulâtresse. Et, sans doute. Sans la liane, sans l'idée de la liane, est-ce que j'aurais jamais pu faire tant d'heureux? Si Fregoso et Lina furent fêtés, choyés par toute cette honnête famille, par les nouveaux amis que tant d'épreuves leur avaient fait à Manao, il est inutile d'y insister. Mais le juge Jariquet, n'avait-il pas sa part, lui aussi, dans cette réhabilitation de l'innocent? Si, malgré toute la finesse de ses talents d'analyste, il n'avait pu lire ce document, absolument indéchiffrable pour quiconque n'en possédait pas la clé, n'avait-il pas du moins reconnu sur quel système cryptographique il reposait? Sans lui, qui aurait pu, avec ce nom seul d'Ortega, reconstituer le nombre que l'auteur du crime et Torres, morts tous les deux, étaient seuls à connaître? Aussi les remerciements ne lui manquèrent-ils pas. Il va sans dire que, le jour même, partait pour Rio de Janeiro un rapport détaillé sur toute cette affaire, auquel était joint le document original, avec le chiffre qui permettait de le lire. Il fallait attendre que de nouvelles instructions fussent envoyées du ministère au juge de droit, et nul doute qu'elles n'ordonnassent l'élargissement immédiat du prisonnier. C'était quelques jours à passer encore à Manao, puis, Joam d'Acosta et les siens, libres de toute contrainte, dégagés de toute inquiétude, prendraient congé de leur hôte, se rembarqueraient, et continueraient à descendre l'Amazone jusqu'au Para, où le voyage devait se terminer par la double union de Mana et de Manoel, de Lina et de Fregoso, conformément au programme arrêté avant le départ. 4 jours après, le 4 septembre, arrivait l'ordre de mise en liberté. Le document avait été reconnu authentique. L'écriture en était bien celle de cet Ortega, l'ancien employé du district diamantin, et il n'était pas douteux que l'aveu de son crime, avec les plus minutieux détails qu'il en donnait, n'eût été entièrement écrit de sa main. L'innocence du condamné de Villarica était enfin admise. La réhabilitation de Joam d'Acosta était judiciairement reconnue. Le jour même, le juge Jariquet dînait avec la famille à bord de la jangada, et, le soir venu, toutes les mains pressaient les siennes. Ce furent de touchants adieux, mais ils comportaient l'engagement de se revoir à Manao, au retour, et, plus tard, à la fazenda d'Iquitos. Le lendemain matin, 5 septembre, au lever du soleil, le signal du départ fut donné. Joam d'Acosta, Yaquita, leur fille, leur fils, tous étaient sur le pont de l'énorme train. La jangada, démarrée, commença à prendre le fil du courant, et, lorsqu'elle disparut au tournant du Rio Negro, les reuras de toute la population, pressée sur la rive, retentissaient encore. Chapitre 20e. Le Bamazone. Que dire maintenant de cette seconde partie du voyage qui allait s'accomplir sur le cours du grand fleuve? Ce ne fut qu'une suite de jours heureux pour l'honnête famille. Joam d'Acosta revivait d'une vie nouvelle, qui rayonnait sur tous les siens. La jangada dériva plus rapidement alors sur ses eaux encore gonflées par la crue. Elle laissa sur la gauche le petit village de Do José de Maturi, et, sur la droite, l'embouchure de cette Madeira, qui doit son nom à la flottille d'épaves végétales, à ces trains de troncs dénudés ou verdoyants qu'elle apporte du fond de la Bolivie. Elle passa au milieu de l'archipel Kenaini,
dont les îlots sont de véritables caisses à palmiers, devant le hameau de Sörpe, qui, successivement transporté d'une rive à l'autre, a définitivement assis sur la gauche du fleuve ses maisonnettes, dont le seuil repose sur le tapis jaune de la grève. Le village de Silves, bâti sur la gauche de l'Amazone, la bourgade de Villa Bella, qui est le grand marché de Garana de toute la province, restèrent bientôt en arrière du long train de bois. Ainsi fut-il du village de Faro et de sa célèbre rivière de Namunda, sur laquelle, en 1539, Aurélène prétendit avoir été attaquée par des femmes guerrières qu'on n'a jamais revues depuis cette époque, légende qui a suffi pour justifier le nom immortel du fleuve des Amazones. Là finit la vaste province du Rio Negro. Là commence la juridiction du Pará, et, ce jour même, 22 septembre, la famille, émerveillée des magnificences d'une vallée sans égale, entrait dans cette portion de l'Empire brésilien, qui n'a d'autre borne à l'est que l'Atlantique. Que cela est magnifique, disait sans cesse la jeune fille. Que c'est long, murmurait Manoël. Que c'est beau, répétait Lina. Quand serons-nous donc arrivés, murmurait Fregoso. Le moyen de s'entendre, s'il vous plaît, en un tel désaccord de point de vue. Mais, enfin, le temps s'écoulait gaiement, et Benito, ni patient, ni impatient, lui, avait recouvré toute sa bonne humeur d'autrefois. Bientôt la jangada se glissa entre d'interminables plantations de cacaotiers d'un vert sombre, sur lequel tranchait le jaune des chaumes ou le rouge des tuiles, qui coiffaient les buttes des exploitants des deux rives, depuis Obido jusqu'à la bourgade de Montalegre. Puis s'ouvrit l'embouchure du Rio Trombetta, baignant de ses eaux noires les maisons d'Obido, une vraie petite ville et même une citade, avec de larges rues bordées de jolies habitations, important entrepôt du produit des cacaotiers, qui ne se trouve plus qu'à 180 grands milles de Belém. On vit alors le confluent de Tapajós, aux eaux d'un vert gris, descendu du sud-ouest, puis Santarém, riche bourgade, où l'on ne compte pas moins de 5000 habitants, indiens pour la plupart, et dont les premières maisons reposaient sur de vastes grèves de sable blanc. Depuis son départ de Manao, la jangada ne s'arrêtait plus en descendant le cours moins encombré de l'Amazone. Elle dérivait jour et nuit sous l'œil vigilant de son adroit pilote. Plus de halte, ni pour l'agrément des passagers, ni pour les besoins du commerce. On allait toujours, et le but approchait rapidement. À partir d'Alenquer, situé sur la rive gauche, un nouvel horizon se dessina au regard. Au lieu des rideaux de forêt qui l'avaient fermé jusqu'alors, ce furent, au premier plan, des collines, dont l'œil pouvait suivre les molles ondulations, et, en arrière, la cime indécise de véritables montagnes, se dentelant sur le fond lointain du ciel. Ni Yakita, ni sa fille, ni Lina, ni la vieille Cybèle n'avaient encore rien vu de pareil. Mais, dans cette juridiction du Pará, Manoël était chez lui. Il pouvait donner un nom à cette double chaîne, qui rétrécissait peu à peu la vallée du grand fleuve. À droite, dit-il, c'est la Sierra de Paruacarta, qui s'arrondit en demi-cercle vers le sud. À gauche, c'est la Sierra de Curuva, dont nous aurons bientôt dépassé les derniers contreforts. Alors on approche, répétait Fregoso. On approche, répondait Manoël. Et les deux fiancés se comprenaient sans doute, car un même petit hochement de tête, on ne peut plus significatif, accompagnait la demande et la réponse. Enfin, malgré les marées qui, depuis Obido,
commençait à se faire sentir et retardait quelque peu la dérive de la jangada. La bourgade de Montalegre fut dépassée, puis celle de Prena de Ontero, puis l'embouchure du Ingu, fréquentée par ces Indiens Yuruma, dont la principale industrie consiste à préparer les têtes de leurs ennemis pour les cabinets d'histoire naturelle. Sur quelle largeur superbe se développait alors l'Amazone, et comme on pressentait déjà que ce roi des fleuves allait bientôt s'évaser comme une mer. Des herbes, hautes de 8 à 10 pieds, hérisseyaient ces plages, en les bordant d'une forêt de roseaux. Porto de Mos, Boa Vista, Gurupa dont la prospérité est en décroissance, ne furent bientôt plus que des points laissés en arrière. Là, le fleuve se divisait en deux bras importants qu'il tendait vers l'Atlantique, l'un courait au nord-est, l'autre s'enfonçait vers l'est, et, entre eux, se développait la grande île de Marajo. C'est toute une province que cette île. Elle ne mesure pas moins de 180 lieues de tour. Diversement coupée de marais et de rios, tout en savane à l'est, tout en forêt à l'ouest, elle offre de véritables avantages pour l'élevage des bestiaux qu'elle compte par milliers. Cet immense barrage de Marajo est l'obstacle naturel qui a forcé l'Amazone à se dédoubler avant d'aller précipiter ses torrents d'eau à la mer. À suivre le bras supérieur, la jangada, après avoir dépassé les îles Caviana et Mexiana, aurait trouvé une embouchure large de 50 lieues, mais elle eût aussi rencontré la barre de Pororoca, ce terrible mascaret, qui, pendant les 3 jours précédant la nouvelle ou la pleine lune, n'emploie que 2 minutes, au lieu de 6 heures, à faire marner le fleuve de 12 à 15 pieds au-dessus de son essiage. C'est donc là un véritable raz-de-marée, redoutable entre tout. Très heureusement, le bras inférieur, connu sous le nom de canal des Brèves, qui est le bras naturel du Para, n'est pas soumis aux éventualités de ce terrible phénomène, mais bien à des marées d'une marche plus régulière. Le pilote Araujo le connaissait parfaitement. Il s'y engagea donc, au milieu de forêts magnifiques, longeant çà et là quelques îles couvertes de gros palmiers muritis, et le temps était si beau qu'on n'avait même pas à redouter ces coups de tempête qui balaient parfois tout ce canal des Brèves. La jangada passa, quelques jours après, devant le village de ce nom, qui bien que bâti sur des terrains inondés pendant plusieurs mois de l'année, est devenu, depuis 1845, une importante ville de 100 maisons. Au milieu de cette contrée fréquentée par les Tapuya, ces Indiens du Bas-Amazone se confondent de plus en plus avec les populations blanches, et leur race finira par s'y absorber. Cependant la jangada descendait toujours. Ici, elle rasait, au risque de s'y accrocher, ses griffes de manglier, dont les racines s'étendaient sur les eaux comme les pattes de gigantesques crustacés. Là, le tronc lisse des palétuviers au feuillage vert pâle, servait de point d'appui aux longues gaffes de l'équipe, qui la renvoyait au fil du courant. Puis ce fut l'embouchure du Tocantins, dont les eaux, dues aux divers rios de la province de Guayas, se mêlent à celles de l'Amazone par une large embouchure, puis le Moju, puis la bourgade de Santana. Tout ce panorama des deux rives se déplaçait majestueusement, sans aucun temps d'arrêt, comme si quelque ingénieux mécanisme l'eût obligé à se dérouler d'aval en amont. Déjà de nombreuses embarcations qui descendaient le fleuve, Ubers, Egaritis, Vigilinda, pirogues de toutes formes, petits et moyens caboteurs des parages inférieurs de l'Amazone et du littoral de l'Atlantique, faisaient cortège à la jangada, semblable aux chaloupes de quelques monstrueux vaisseaux de guerre. Enfin apparut sur la gauche Santa Maria de Belém do Pará, la ville, comme on dit dans le pays,
avec les pittoresques rangées de ses maisons blanches à plusieurs étages, ses convents s'enfouis sous les palmiers, les clochers de sa cathédrale et de Nostra Senora de Merced, la flottille de ses goélettes, briques et trois mâts, qui la relient commercialement avec l'ancien monde. Le cœur des passagers de la jangada leur battait fort. Il touchait enfin au terme de ce voyage qu'il avait cru ne pouvoir plus atteindre. Lorsque l'arrestation de Joam d'Acosta les retenait encore à Manao, c'est-à-dire à mi-chemin de leur itinéraire, pouvait-il espérer de jamais voir la capitale de cette province du Para? Ce fut dans cette journée du 15 octobre 4 mois et demi après avoir quitté la fazenda d'Iquitos, que Belém leur apparut à un brusque tournant du fleuve. L'arrivée de la jangada était signalée depuis plusieurs jours. Toute la ville connaissait l'histoire de Joam d'Acosta. On l'attendait, cet honnête homme. On réservait le plus sympathique accueil aux siens et à lui. Aussi des centaines d'embarcations vinrent elles au-devant du fazendé, et bientôt la jangada fut envahie par tous ceux qui voulaient fêter le retour de leurs compatriotes, après un si long exil. Des milliers de curieux, il serait plus juste de dire des milliers d'amis, se pressaient sur le village flottant, bien avant qu'il eût atteint son poste d'amarrage, mais il était assez vaste et assez solide pour porter toute une population. Et parmi ceux qui s'empressaient ainsi, une des premières pirogues avait amené Madame Valdez. La mère de Manoel pouvait enfin presser dans ses bras la nouvelle fille que son fils lui avait choisie. Si la bonne dame n'avait pu se rendre à Iquitos, n'était-ce pas comme un morceau de la fazenda que l'Amazone lui apportait avec sa nouvelle famille? Avant le soir, le pilote Arrojo avait solidement amarré la jangada au fond d'une anse, derrière la pointe de l'arsenal. Là devait être son dernier lieu de mouillage, sa dernière halte, après 800 lieues de dérive sur la grande artère brésilienne. Là, les carbets des Indiens, les cases des Noirs, les magasins qui renfermaient une cargaison précieuse, seraient peu à peu démolis, puis, l'habitation principale, enfouie sous sa verdoyante tapisserie de feuillages et de fleurs, disparaîtrait à son tour, puis, enfin, la petite chapelle, dont la modeste cloche répondait alors aux éclatantes sonneries des églises de Belém. Mais, auparavant, une cérémonie allait s'accomplir sur la jangada même, le mariage de Manoel et de Mana, le mariage de Lina et de Fregoso. Au Padre Passana appartenait de célébrer cette double union, qui promettait d'être si heureuse. Ce serait dans la petite chapelle que les époux recevraient de ses mains la bénédiction nuptiale. Si, trop étroite, elle ne pouvait contenir que les seuls membres de la famille d'Acosta, l'immense jangada n'était-elle pas là pour recevoir tous ceux qui voulaient assister à cette cérémonie, et si elle-même ne suffisait pas encore, tant l'affluence devait être grande, le fleuve n'offrait-il pas les gradins de son immense berge à cette foule sympathique, désireuse de fêter celui qu'une éclatante réparation venait de faire le héros du jour? Ce fut le lendemain, 16 octobre, que les deux mariages furent célébrés en grande pompe. Dès les 10 heures du matin, par une journée magnifique, la jangada recevait la foule des assistants. Sur la rive, on pouvait voir presque toute la population de Belém qui se pressait dans ses habits de fête. À la surface du fleuve, les embarcations, chargées de visiteurs, se tenaient en abord de l'énorme train de bois, et les eaux de l'Amazone disparaissaient littéralement sous cette flottille jusqu'à la rive gauche du fleuve. Lorsque la cloche de la chapelle tinta son premier coup, ce fut comme un signal de joie pour les oreilles et pour les yeux. En un instant, les églises de Belém répondirent au clocher de la jangada.
Les bâtiments du port se pavoisèrent jusqu'en tête des mâts, et les couleurs brésiliennes furent saluées par les pavillons nationaux des autres pays. Les décharges de mousqueterie éclatèrent de toutes parts, et ce n'était pas sans peine que ces joyeuses détonations pouvaient rivaliser avec les violents reras qui s'échappaient par milliers dans les airs. La famille d'Acosta sortit alors de l'habitation, et se dirigea à travers la foule vers la petite chapelle. Joam d'Acosta fut accueilli par des applaudissements frénétiques. Il donnait le bras à Madame Valdez. Yaquita était conduite par le gouverneur de Belém, qui, accompagné des camarades du jeune médecin militaire, avait voulu honorer de sa présence la cérémonie du mariage. Lui, Manoel, marchait près de Mana, charmante dans sa fraîche toilette de mariée, puis venait Fregoso, tenant par la main Lina toute rayonnante, suivait enfin Benito, la vieille si belle, les serviteurs de l'honnête famille, entre la double rangée du personnel de la jangada. Le padre Passana attendait les deux couples à l'entrée de la chapelle. La cérémonie s'accomplit simplement, et les mêmes mains qui avaient autrefois béni Joam et Yaquita, se tendirent, cette fois encore, pour donner la bénédiction nuptiale à leurs enfants. Tant de bonheur ne devait pas être altéré par le chagrin des longues séparations. En effet, Manoel Valdez n'allait pas tarder à donner sa démission pour rejoindre toute la famille à Iquitos, où il trouverait à exercer utilement sa profession comme médecin civil. Naturellement, le couple Fregoso ne pouvait hésiter à suivre ceux qui étaient pour lui plutôt des amis que des maîtres. Madame Valdez n'avait pas voulu séparer tout cet honnête petit monde, mais elle y avait mis une condition, c'était qu'on vînt souvent la voir à Belém. Rien ne serait plus facile. Le grand fleuve n'était-il pas là comme un lien de communication qui ne devait plus se rompre entre Iquitos et Belém? En effet, dans quelques jours, le premier paquebot allait commencer son service régulier et rapide, et il ne mettrait qu'une semaine à remonter cette Amazone que la jangada avait mis tant de mois à descendre. L'importante opération commerciale, bien menée par Benito, s'acheva dans les meilleures conditions, et bientôt de ce qu'avait été cette jangada, c'est-à-dire un train de bois formé de toute une forêt d'Iquitos, il ne resta plus rien. Puis, un mois après, le fazendé, sa femme, son fils, Manoel et Mana Valdez, Lina et Fregoso, repartirent par l'un des paquebots de l'Amazone pour revenir au vaste établissement d'Iquitos, dont Benito allait prendre la direction. Joam d'Acosta y rentra la tête haute, cette fois, et ce fut toute une famille d'heureux qu'il ramena au-delà de la frontière brésilienne. Quant à Fregoso, 20 fois par jour on l'entendait répéter « un » sans la liane, et il finit même par donner ce joli nom à la jeune mulâtresse, qui le justifiait bien par sa tendresse pour ce brave garçon. À une lettre près, disait-il. Lina, liane, n'est-ce pas la même chose? 1000 res valent environ 3 francs de monnaie française, et un conto de res vaut 3000 francs. 274 000 francs. 3. Les mesures itinéraires au Brésil sont le petit mille, qui vaut 2060 mètres, et la lieue commune ou grand mille, qui vaut 6180 mètres. 4. Environ 30 francs, paye qui s'élevait autrefois à 100 francs. 5. L'affirmation de Benito, vraie à cette époque, où de nouvelles découvertes n'avaient pas été faites encore, ne peut plus être tenue pour exacte aujourd'hui. Le Nil et le Missouri-Mississippi, d'après les derniers relèvements, paraissent avoir un cours supérieur en étendue à celui de l'Amazone.
6. La frasque portugaise contient environ 2 litres. 7. La contenance de la Dame Jeanne varie de 15 à 25 litres. 8. La robe espagnole vaut environ 25 livres, la robe portugaise vaut un peu plus, soit 32 livres. 9. Environ 6 centimes. 10. De nombreuses observations faites par les voyageurs modernes sont en désaccord avec celles de Rambolt. 11. La pataque vaut 1 franc environ. 12. Il a été récemment étudié pendant 600 lieues par M. Batt, un savant géographe anglais. 13. 7 milliards 500 millions de francs, suivant l'estimation très exagérée sans doute de Romée de Lille. 14. Le carat vaut 4 grains ou 212 mg. 15. Environ 2 500 000 francs. 16. 300 000 francs. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book La Jangada, 800 lieues sur l'Amazon Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8
You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees.
You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciales goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses.
Donation are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général Information About Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.